là, on voit la température, le niveau, ouais, ça a remis à jour. On voit que c'est à 20 et l'autre c'est à 70. C'est un bon exemple pour que vous voyez comment ça change. Je peux arrêter la LED, je peux arrêter tout. Ouais. Je peux encore repasser dans la chambre, donc pas avoir un ensemble rangé. Et je pense que c'était dans en ce qui concerne la réalisation du projet, nous avons dans la face de nous le Raspberry Pi, oui, et nous avons là le module de température DHT11 qui va donc permettre de nous donner les valeurs ambiantes de la température et de l'humidité de notre milieu. Et là, nous avons un ensemble de LED qui vont faire office d'une part du ventilateur, de la prise, quoi. Et là, nous avons le relais qui va permettre d'allumer la lampe qui se trouve là. Ouais, et nous avons aussi en d'autres termes cet ensemble là et qui est alimenté à notre prise qui va nous délivrer le 220 volts nécessaire pour pouvoir allumer la lampe qui s'y trouve là. Ouais, et je pense que une fois ceci présenté, nous allons aller sur l'interface même pour voir l'ensemble du code qui a été écrit et quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on a utilisées, les différentes technologies mises en jeu pour pouvoir réaliser ce projet de surveillance et de monitoring, si je peux dire en anglais, et de contrôle, quoi, de supervision, quoi, et de commande de nos appareils dans la maison. Merci. Ok, bien le bonsoir. Nous nous retrouvons là pour vous présenter notre différents projets. Et du coup, comme première problématique, d'entrée de jeu, je ne dispose pas d'un écran pour connecter directement mon mini ordinateur, mon mini PC, le Raspberry Pi. Du coup, on va utiliser un ensemble de notions qui vont nous permettre de pouvoir entrer en contact avec notre Raspberry Pi et de pouvoir communiquer et réaliser un certain nombre de tâches voulues. Et utiliser notre PC, notre écran de PC pour pouvoir avoir travaillé avec notre Raspberry Pi. Pour cela, on a besoin de plusieurs outils. Nous avons par exemple besoin en premier lieu de VNC Viewer. Ceci va nous permettre de connecter notre Raspberry à notre écran. Et ensuite, j'aime ce logiciel Bitwat SSH Client, un client SSH qui va nous permettre de nous connecter en ligne de commande à notre Raspberry Pi. Et pour cela, il est nécessaire que notre Raspberry Pi soit connecté au même réseau Wi-Fi que notre ordinateur pour que les deux puissent être opérer, quoi. Ouais. Du coup, pour réaliser cela, nous avons l'adresse IP de notre une fois l'adresse IP de notre Raspberry Pi sur notre réseau, et c'est celui-ci là. Ensuite, il nous faut le port SSH, c'est par défaut 22. Ici, il nous faut le nom d'utilisateur de notre Raspberry Pi, par défaut c'est Pi, et le password, et voici le password ici là. Et une fois que tu remplis comme ceci, on peut se connecter et la connexion va se lancer. Ouais. Et une fois cela fait, tu es capable d'ouvrir un nouveau terminal. Et là, vous voyez, Pi@dfdpi, c'est
j'ai donné ce nom que j'ai donné à mon Raspberry Pi pour que quand il sera visible sur le réseau, ça sera avec le nom DFDP. Et du coup, tu peux réaliser l'ensemble des tâches que tu veux et tu peux faire des mises à jour, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Il y a un ensemble de commandes que j'avais eu à entrer par le passé et c'est comme ça qu'on peut se connecter à ligne de commande avec notre Raspberry Pi exercice. Mais là, ça ne suffit pas. Sinon, on voudrait revoir tout notre écran et tous les dossiers qui contiennent le Raspberry Pi, comment on doit fonctionner. Alors pour cela, on va utiliser ce logiciel VNC Viewer qui va nous permettre de pouvoir avoir notre Raspberry Pi. Nous utilisons notre écran de PC comme écran pour le Raspberry Pi. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est entrer l'adresse IP de notre réseau, de notre Raspberry Pi dans le réseau. Et ici, là, c'est le 192.168. J'avais établi une connexion. Et je pourrais vous montrer après tout l'ensemble des moyens qu'on peut utiliser pour déterminer notre réseau en ligne. Par exemple, notre adresse IP. Par exemple, je peux taper la commande ifconfig et là, ça va m'afficher un ensemble de données et on peut retrouver au niveau d'ici là l'adresse IP. Ouais, c'est un peu ça et là, je peux faire je fasse tout. Du coup, je vais donc me connecter. La connexion est en train de s'établir et check marque, voilà notre écran Raspberry Pi qui est sur notre ordi et vous pouvez voir en termes de résolution, c'est un peu casse-pied. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lancer notre projet et voir ce dont il est question exactement. Pour cela, je vais lancer un nouveau terminal. Je tiens à dire ici là que j'ai utilisé pour réaliser l'interface Node-RED. Node-RED, c'est un ensemble de packages de librairies écrits pour permettre à ceux qui ne sont pas assez doués pour concevoir eux-mêmes leurs propres applications de le faire de manière schématique, en ensemble de flow, quoi. Ouais, vous aurez l'occasion de pouvoir mieux me comprendre une fois qu'on sera connecté. Ceci fait, il faudrait d'abord installer Node-RED, c'est déjà fait, et ensuite lancer dans le serveur Node-RED. Ouais, et on utilise la commande Node-RED start, et du coup, ça va lancer le serveur. On attend que le serveur se lance. Et une fois cela fait, ça va nous donner l'adresse IP à laquelle on peut se connecter et pouvoir visualiser. Du coup, voici dans l'adresse. Si je fais un contrôle et je clique là, ça va s'ouvrir dans le navigateur et on va pouvoir visualiser avec le port de communication 1880, c'est le port défini en localhost, en mode local. Il y a noté que nous pouvons aussi installer notre RED sur Windows. Du coup, vous voyez là, voici mon projet que j'ai réalisé. C'est pas vraiment visible en termes de détails et tout. Si j'essaie d'agrandir, vous voyez, ça ne donne pas. C'est un peu dérangeant là. Et du coup, fort heureusement, il y a une possibilité pour nous de pouvoir nous connecter à notre Raspberry Pi en utilisant notre navigateur local. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit juste nous connecter, que ce soit sur téléphone ou sur PC, à un navigateur. On a besoin de l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Ici, c'est le 192. Bon, là, ça le fait parce que je me connecte régulièrement et je lance. Donc, vous voyez que là, je récupère l'adresse IP et j'utilise maintenant le port. Ce n'est plus un local, vous l'aurez compris, mais plutôt le Raspberry Pi comme le serveur. Nous allons acquérir les différentes données. Ouais.
Et là, après quelques minutes, ça va s'ouvrir. Ça charge. Ça charge l'ensemble des flots et des données qu'on a eu à utiliser pour réaliser le projet. Et une fois cela fait, on va pouvoir visualiser l'interface et voir ce dont il est question exactement. D'ici là, je vais lancer la démo et on va mieux comprendre. Après, il va s'en suivre des explications, quoi. Ouais. Du coup, je me suis permis de suspendre quelques flots de données là qui n'étaient pas vraiment utiles et j'ai conservé le principal. Voici le principal et je l'ai appelé sensor. Notre flow, ça fonctionne en termes de flow. Et voici donc l'ensemble des différents éléments utilisés pour pouvoir visualiser, pour pouvoir réaliser ce projet. Et voici donc l'ensemble des fonctions disponibles. C'est un peu comme des librairies sur Arduino. Ouais. Et vous pouvez retrouver la dashboard qu'on a utilisé principalement, le REP pour le DTH11, DTH22. Il y a tellement de fonctionnalités. CSVH, TMG, donc tout gérer les différents formats d'information, la communication, les WebSockets, asynchrone, HTTP 2.0, pourtant pour moi. Le proc MQTT, c'est une des applications, je pourrais le faire entre temps pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne un broker avec les subscribers et les receivers, je ne me trompe pas, ouais. Donc du coup, c'est ces fonctionnalités-là qu'on a utilisées pour pouvoir réaliser notre projet. Donc, je vais maintenant vous présenter une démo et on pourra ensuite expliquer tout le fonctionnement. Du coup, pour les explications, nous allons, pour la démo, on va ouvrir une nouvelle table, tant pour moi, et nous allons ici, là, pour visualiser notre interface, et ajouter /UI pour User Interface. Et on tape là, on entre. Le temps que ça ouvre. Du coup, voilà notre interface conçue. Ça affiche la température avec l'état du milieu, voici le niveau. Ici là c'est pour l'humidité. Ouais. Et il y a un ensemble de boutons qui vont permettre d'allumer le salon et la clim du salon. Et ici là on aura une nouvelle interface pour la chambre, pour allumer la prise, commander la prise de la lumière de la chambre. Donc du coup si je clique sur le bouton, vous allez voir, vous voyez que là la LED s'est allumée, celle rouge s'est allumée, on éteint. Et je peux rebasculer vers le salon. Et quand je suis là, je peux appliquer là. Bon, là, le lumière, ça se lance à allumer la lampe du salon. Et le clim, ouais, pour la clim, c'est le rouge qui doit s'allumer. Là, on peut visualiser la température, j'ai dit, et ici l'humidité. Ouais. Voilà un peu ce qui est de l'interface. On peut l'avoir tant sur téléphone que sur le PC. Il nous suffit juste de taper l'adresse IP suivie du port et de UI pour avoir l'interface sur n'importe quel appareil mobile. Du coup, nous allons maintenant procéder aux différentes explications.
Là, nous avons un switch. Un switch, mais pas celui-ci là. Un élément switch. Je pense qu'il est... On va taper switch. Le voici. On l'utilise. On va voir ses propriétés. Il va permettre le basculement, quoi. Quelle donnée est envoyée, true, false, on vérifie là, et ça va permettre d'allumer ou d'éteindre la LED. Et sur notre LED, il y a cet ensemble là, de façon groupée, par exemple les températures, lampe de chambre, et il y a ce qu'on va appeler les groupes, il y a maintenant les sous-groupes, quoi. Et nous avons la chambre, vous voyez que par exemple j'ai assigné la lumière de la chambre à chambre, j'ai la lumière du salon au salon. C'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, si on veut créer un nouveau groupe qui va s'appeler cuisine, alors on va cliquer là et réaliser notre cuisine. Ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et une fois que tu crées, tu peux encore venir et là, tu ajoutes une nouvelle table et tu donnes son nom comme je l'ai dit. Ouais, comme ça que ça fonctionne. Et ici là, nous avons un autre node qui va nous permettre de gérer notre Raspberry Pi. On va choisir le pin sur lequel on doit communiquer et lui envoyer du 5 volts ou du 0 volts. Ouais, et ça nous présente là toute l'architecture de notre Raspberry Pi. Lui, il y a la notation BCM. La notation BCM et désolé. La notation BCM est la notation BO, donc qui est sur la carte, et la notation BCM que vous pouvez revoir là, 03, 04, 017. Ouais, c'est ça en fait. Et là maintenant, pour expliquer de manière générale, lorsque on va envoyer de l'information, par exemple, là c'est actif, là c'est éteint, là c'est éteint, là c'est actif. Quand on va lui envoyer, là il va envoyer du 5 volts à cette pin et ça va allumer la LED, et ainsi de suite pour différents blocs-ci. Et ici là c'est maintenant particulier, nous avons un objet DTH11 et dans ce DTH11 il a les paramètres humidité et les paramètres température. Voici donc une fonction qu'on a créée qui doit gérer l'humidité. On va simplement récupérer l'humidité et le code qu'on a écrit ici là de cette fonction écrite ici est basé sur du JavaScript, quoi. Ouais, donc je dis simplement que la classe de base, tout est payload dans notre aide. On va juste lui assigner la valeur de l'humidité. Ouais, pour que vous compreniez bien, je peux ouvrir mode débugger un peu comme le moniteur série d'Arduino. Et vous allez voir l'ensemble des valeurs, humidité, température, humidité. Là, le code est écrit, ça c'est l'injecteur. Inject. Donc celui qui va valider un certain nombre d'instructions. Là, j'ai écrit ici, j'ai configuré de telle sorte que toutes les 5 secondes, il va envoyer, il va faire la mise à jour, faire la mise à jour. C'est ça ici, je peux lui donner un nom et je ne l'ai pas fait. Donne. Et maintenant dans le DTH11, on va juste choisir DTH11 et le pin sur laquelle il va communiquer. En BCM c'est 4, en BO c'est 7. Ouais, et c'était tout. Et là maintenant, la tension température, j'ai eu à écrire un certain nombre de programmes qui va nous permettre de personnaliser. C'est pas ici. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je l'ai annulé. Je vais simplement annuler, d'accord. Je vois, j'ai annulé la fonctionnalité, désolé. Ici là, ceci là nous permet d'afficher la valeur de la température, de l'humidité récupérée dans le moniteur série comme vous pouvez le voir là. C'est grâce à lui, c'est ce mode de bug ci là en fait qu'on a pris, on a déposé là.
Et on a choisi donc l'option message pour un peu l'autre pour mieux m'expliquer. Donc on est venu ici, là on a pris message, on aurait pris complete message, et ça allait afficher la température, l'humidité en même temps. Ouais. Et là maintenant nous avons les jauges, ce qui nous permet de faire varier. Là j'ai configuré de telle sorte que si la température, nous sommes bien sur la température dépasse 25 degrés, alors ça va quitter de l'état vert à l'état jaune, et quand ça dépasse 40, ça quitte de l'état jaune à l'état rouge. Notre exemple est fait de telle sorte que la température n'arrive pas à dépasser les 25 degrés Celsius. Ouais, c'est un peu ça. Et le format, non, la valeur commence à récupérer la valeur, et nous avons la gauche là. Oui, nous pouvons personnaliser plutôt en level. Il y a bien d'options, tellement d'options, c'est tellement facile de communiquer, de travailler avec le Node-RED. Ouais. L'état du milieu, c'est ce qui nous affiche l'état du milieu et la fonction dont on veut disposer la valeur. Ouais, j'ai mis état du milieu et on choisit comment on veut disposer. Ici, il y aura d'abord le label et la valeur, ensuite, ainsi de suite. Une fois que tu fais cela, c'est bon. Donc, l'état sera communiqué là, et la température sera affichée dans la jauge et dans le moniteur série. Pareil. Ouais. J'ai seulement oublié de personnaliser. En fait, je devais écrire un ensemble de codes qui devait le faire, mais c'est pas grave. Donc voilà un peu en gros comment ça fonctionne pour cet exemple là, et on peut revenir sur notre là, on voit la température, le niveau. Ouais, ça a remis à jour. On voit que c'est à 20 et l'autre à 70. C'est un bon exemple pour que vous voyez comment ça change. Je peux arrêter la LED, je peux arrêter tout. Ouais, je peux encore repasser dans la chambre, donc il peut avoir un ensemble rangé. Et je pense que c'était dans ça. Donc là, la suite, nous aurons maintenant à réaliser nous-mêmes notre propre interface. Donc partant du code HTML, CSS, JavaScript, oui, et qu'on va utiliser maintenant notre microcontrôleur, l'ESP32, et qui va nous permettre, qui est un microcontrôleur, qui est un circuit intégré, pardon, avec un module Wi-Fi et Bluetooth intégré. Oui, ESP32, donc c'est un petit élément électronique où nous avons la fonction Wi-Fi et Bluetooth en même temps. Ouais, c'est sa particularité. Nous allons donc utiliser cela, créer nous-mêmes notre propre page web, notre propre interface qui va nous permettre de commander nous-mêmes tous nos appareillages dans la maison. Ouais, c'est un peu ça le but. Ouais. Donc voilà ainsi l'ensemble du code présenté et comment ça fonctionne, quoi. Et l'utilité même de notre aide. Il y a plein, on peut s'amuser. Notre seule limite, c'est notre idée. Ouais, sinon tout est réalisable, il y a l'ensemble de fonctions. S'il y a quelque chose qui manque, on peut tout simplement aller ici sur Manage, Palette, et on trouve le nom et on installe, quoi. Ouais, on cherche et on installe. On cherche, on installe, on cherche, on installe. Voici il y a l'ensemble, par exemple le DHT 5 source, c'est ce que j'ai utilisé pour faire sortir de l'audio. Tu peux installer le dashboard, c'est ce qui m'a permis d'avoir les gauches et tout cela. Ouais. Pour le PGPO, c'était pour pouvoir gérer les pins de notre Raspberry Pi et pouvoir commander le 0, l'envoyer le 0 et le 5 volts. Ouais, donc c'était un peu ça en gros. Merci.